Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode qui est très différent d'habitude, étant donné que c'est une foire aux questions. Voilà, je voulais faire quelque chose de différent, je sais que mes épisodes habituellement sont très courts, très concis, et je mets pas trop ma personne ni ma personnalité en avant. Donc il y a 2 jours à peu près, en story Insta, d'ailleurs si tu me suis pas sur Instagram, pardon, c'est safia.podcast, j'ai mis une petite boîte à questions, et franchement il y a de tout. Quelques-unes sur le podcast, sur la religion, la santé mentale. Donc voilà, je vais essayer d'y répondre aujourd'hui, Inch'Allah. Forcément, la question qui est le plus revenue, c'est pourquoi est-ce que j'ai créé un podcast. Donc là, par exemple, on m'a dit qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton podcast et si c'était une raison du style santé mentale, laquelle c'était. Alors, c'était pas du tout en lien avec ma santé mentale. Quand j'ai voulu lancer mon podcast, c'était à une période où en fait je voulais créer un projet. Vraiment, je voulais tenir un projet, faire quelque chose, avoir un projet aussi qui m'appartienne à 100%, et un truc qui allait m'être utile et utile pour les autres. C'est tombé à un moment où moi-même j'écoutais déjà des podcasts, j'écoutais Influenceur anciennement, maintenant il s'appelle Rappelle-toi. J'écoutais le Miracle Fajr podcast. Et en fait, je sais pas comment décrire ça, mais ma foi grandissait de plus en plus, et plus j'en apprenais sur ma religion, plus j'avais envie de partager ce que j'apprenais. Donc ça a été un peu une évidence. Après, bien évidemment, ça s'est dessiné au fur et à mesure, hein, la ligne édito, la manière dont j'angle certains sujets, voilà, c'est venu bien après. Je vais continuer avec les questions sur le podcast, comme ça au moins c'est fait. Ton podcast est seulement sur la spiritualité. Non, il y a un peu de... Enfin, je vais pas dire qu'il y a de tout, c'est faux. Il y a une grande majorité d'épisodes sur la spiritualité, la religion, mais t'en as quelques-uns qui sont un peu autour de la psychologie, notamment sur les émotions. Celui sur les émotions, comment gérer ses émotions. J'en ai fait un récemment aussi avec Solana, qui est une psychologue. Il me semble que le titre, c'est Quand l'anxiété s'invite dans ton corps, où vraiment je voulais parler de l'impact en fait de l'anxiété sur notre corps, tous les symptômes là. T'en as quelques-uns sur l'histoire aussi. Mon préféré, vraiment mon épisode préféré, c'est celui sur la décennie noire, la guerre civile algérienne. Donc on remonte dans les années 90. Voilà, je raconte en fait ce qui s'est passé, mais je le raconte avec des extraits audio. C'est ça qui fait un peu la différence. C'est mon épisode préféré parce que je me suis donné de fou en fait. Pendant un mois, j'étais là, je mangeais matin, midi, soir des documentaires sur la décennie noire. C'était très troublant en vrai. Mais vous savez, des fois, moi je tape des petites obsessions sur des sujets comme ça. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant un mois. Je l'ai écrit à la main cet épisode. Donc il y a celui-là, et puis il y a celui sur El-Kahina aussi. El-Kahina qui est une grande reine et guerrière amazigh, où je raconte son histoire. Puis voilà, je crois que c'est un peu tout. T'as une interview aussi, l'interview avec Sidox, voilà, qui fait plein de trucs, qui a 2 romans, un recueil de poèmes, et qui, il y a à peu près un an, a lancé son application qui s'appelle AKHA, AKHA, qui est une application de signalement dans les transports en commun, que tu peux utiliser littéralement partout dans le monde, que ce soit les retards, les trains supprimés, les contrôleurs. Vraiment, l'application elle est géniale, donc par pitié, commencez à l'utiliser. Donc voilà, mais oui, grosse majorité d'épisodes sur la religion, la spiritualité. Ensuite, l'avis de tes proches sur ton podcast. C'est une question de Farah d'ailleurs. Farah qui, elle aussi, tient un podcast qui s'appelle Salle Cinéma. Donc tous les fans de ciné, je vous invite à aller écouter son podcast. L'avis de mes proches sur mon podcast, je pense qu'ils sont satisfaits de moi. Je pense surtout qu'ils voient que ça me rend heureuse en fait. On n'en parle pas énormément, je vais pas vous mentir. Comme famille, comme amis, j'en parle pas trop. Franchement, ouais, je pense qu'ils sont satisfaits, j'en ai l'impression. Mais de moi-même, en fait, j'aborde pas trop le sujet avec mes proches, et eux-mêmes aussi l'abordent pas trop. Et puis de toute façon, si vous voulez que je vous dise un truc, ça je le répéterai toute ma vie pour les personnes qui veulent se lancer dans des projets ou autres, vous allez très vite vous rendre compte que le plus gros du soutien, la force, les gens qui vous parlent de vos projets, souvent c'est des personnes qui sont pas très proches de vous. C'est des personnes qui sont un peu éloignées de vous, que tu connais à peine, même des étrangers, des inconnus. Voilà. Après, moi je conçois aussi que des fois je me dis, t'as peut-être pas envie d'entendre ta soeur, ta cousine ou ta meilleure copine de te faire des rappels. Des fois ça glisse un peu mieux quand ça vient de la part d'un inconnu. Je le conçois totalement et j'ai pas de mal avec ça. Et même des fois, tu vois, je te dis, bon bah peut-être que
ce que je fais, ça parle pas forcément parce que la personne, elle est pas dans ça. Enfin bref, il y a plein de raisons, là, ouais, elle aime. Mais tant que j'ai un entourage qui est satisfait, franchement, alhamdoulilah, qui stream ou qui stream pas, c'est la même. Toujours Farah qui me demande comment t'as fait pour allier podcast et fac. Alors quand j'ai lancé mon podcast, j'étais plus à la fac, enfin j'étais encore dans les études, mais j'étais en école et j'étais en alternance. J'étais en première année de master. Et comment est-ce que j'ai fait pour allier les deux? Bah en fait, j'ai essayé de pas trop me submerger de travail avec le podcast. J'étais en mode bon Safia, c'est un peu une passion ce que tu fais. C'est pas censé te prendre tout ton temps. Donc au départ je voulais faire un épisode par semaine, je me suis vite rendu compte que c'était impossible. Donc du coup j'ai décidé de faire un épisode par mois. Je trouvais qu'un épisode par mois c'était déjà bien. Je me suis vraiment... En fait ouais je suis restée vraiment sur un épisode par mois. Après j'ai essayé de faire 2 épisodes par mois. Ensuite il y a eu le mois de Ramadan. Donc j'ai essayé de faire un épisode par semaine. Et c'est vraiment là que récemment hein, que j'ai continué à faire un épisode par semaine, tous les lundis, il y en a un qui sort. Et puis par exemple pour l'organisation, je vais pas vous mentir, c'était compliqué en soi. En fait, vous avez 3 étapes. Tu as l'étape des recherches, deuxième étape l'écriture, troisième étape l'enregistrement. Ce qui me prenait le plus de temps en soi, c'était même pas les recherches, hein. Des fois ça allait les recherches. C'était l'écriture de l'épisode et l'enregistrement. Parce que l'enregistrement, il faut faire ça dans un endroit qui soit calme, tranquille, qui ait pas de bruit. Et moi, j'avais que les week-ends. Donc, des fois, je répartissais le travail sur les week-ends, sur 3-4 après-midi. Donc, ouais, en fait, j'avais que les week-ends et les trajets aussi dans la Linji. L'aller ou le retour, généralement, j'en profitais pour bosser, pour faire mes recherches, pour écrire aussi un petit peu. Donc, voilà, franchement, le temps dans les transports en commun, il est tellement pas à négliger. Tu peux faire plein de trucs, tu peux t'avancer sur plein de trucs. Donc voilà, c'était vraiment les week-ends, la Linji. Et, euh, et ouais, et puis une fréquence en fait de un épisode par mois. Tires-tu des bénéfices depuis que tu t'es lancé? Entre parenthèses, pas financier. En soi, les bénéfices depuis que je me suis lancée, je pense que c'est surtout sur mon rapport peut-être à la religion, mon rapport dans ma relation aussi avec Allah. Je me sens un peu plus proche que lui. Un peu plus proche que lui, ça parle français s'il te plaît. Un peu plus proche de lui qu'avant. Parce que ça me permet en fait chaque jour, à chaque moment où j'ai une idée de podcast, où je me mets à travailler dessus, forcément on en vient à parler d'Allah, on en vient à parler de ses noms, de ses attributs, comment est-ce qu'il est, ses qualités, etc. Donc sur la connaissance d'Allah, sur la connaissance de ma religion, ouais, il y a eu un gros travail où j'en ai beaucoup appris et après, forcément, plus t'en apprends, plus tu te rends compte que finalement tu connais pas grand-chose. Et puis après, en fait, les connaissances voilà, que tu as via le podcast, les personnes que tu rencontres, j'ai pu rencontrer quelques podcasteuses, dont Hangout with Hanan, qui fait un travail incroyable, qui m'a invité sur son épisode. Avec Farah, justement, on a parlé de l'impact de la pop culture sur la foi. Et puis, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu influenceur aussi. Comme je vous l'ai dit, maintenant elle s'appelle Rappelle-toi. J'ai pu prendre des cours auprès d'elle. Ça a été ma mu'allima pendant un moment. Elle faisait des cours de fluidification et d'initiation au tajwid. Donc, en fait, je pense qu'elle s'en rend même pas compte, mais elle a réussi à me relancer dans la voie de l'apprentissage du Coran. Et ouais, même cette année, j'ai repris et tout, donc franchement, je suis trop contente. Elle s'en rend pas compte, mais c'est elle qui m'a vraiment aidée à me remettre dedans. Donc voilà, et puis forcément, toutes les personnes qui m'écoutent, avec qui je discute de temps en temps et tout sur les réseaux. Ensuite, je crois qu'on a une dernière question sur le podcast. Comment t'es traversé l'esprit de te lancer? Est-ce que tu avais peur? Comment ça m'est venu à l'esprit de me lancer comme je l'ai dit, en fait, j'avais besoin de créer un projet, de faire un truc, de m'occuper, de me sentir utile. De le faire pour moi aussi, parce que souvent, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent «Ah, j'ai créé un podcast parce que j'aime beaucoup parler. J'ai créé un podcast parce que je suis une vraie pipelette. J'ai créé un podcast parce que j'ai envie d'aider les autres, parce que j'ai envie de partager mon expérience.» Il n'y a rien de mal à ça, hein. Vraiment, il n'y a rien de mal. Mais moi, je voulais aussi le faire pour moi. Il y avait ce truc-là, et c'est encore présent, où ouais, je voulais me sentir utile, je voulais faire quelque chose qui allait pouvoir m'apporter, et au final, qui m'a beaucoup apporté.
Et puis même au niveau de la religion aussi, en fait. Donc il y a ce truc-là où je sais que c'est une sadaqa jariya. Demain je meurs, mes épisodes sont écoutés. Inch'Allah ya Rabbi, je prends des hasanat et tout. Donc, et si j'avais peur, oui, j'avais peur. En fait, je pense que j'avais surtout peur de flop. Mais puis même au niveau des stats et tout, au début tu sais pas combien d'écoutes ça fait un bon podcast et tout. Enfin, c'était très très flou. Ça l'est encore en soi, hein. Mais cette envie-là, elle a dépassé cette peur. Alhamdoulilah. Il y a une autre question que je trouve assez complexe. Je sais pas si je vais pouvoir y répondre. On m'a demandé quelle est ta mission de vie. C'est compliqué de dire c'est quoi sa mission de vie, sachant que, enfin, pour moi, on n'a pas qu'une seule mission de vie, on peut en avoir plusieurs au fur et à mesure des périodes en fait. Par exemple, tu peux en avoir une dans ta vingtaine, une autre dans ta trentaine, dans ta quarantaine. Nos envies changent beaucoup, on change énormément aussi. Mais je pense que pour l'instant, c'est beaucoup lié à mon podcast, c'est justement me sentir utile, être vraiment utile. Et ouais, genre juste accompagner un peu les autres et sentir que ce que je fais c'est bien. Apporter de l'apaisement, apporter justement des connaissances aussi, tu vois, aux gens, leur permettre de faciliter certaines thématiques de la religion qu'on peut des fois ne pas comprendre. Donc voilà, c'est vraiment ça en tout cas moi qui me rend heureuse pardon, aujourd'hui. Et ouais, si je peux me sentir utile et l'être réellement, je pense que c'est bon quoi. C'est ma mission de vie actuellement et puis peut-être que ça va changer au fur et à mesure du temps, mais en tout cas aujourd'hui j'en suis satisfaite. On a toujours Farah qui me dit mais tes questions elles sont tellement intéressantes. Ah là là. Quels sont tes red flags religieux de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux? Alors les red flags religieux, moi mes red flags religieux, et en vrai je vais vous mettre en garde aussi sur des trucs parce que franchement des fois je tombe sur des choses, je me dis c'est pas possible, les gens sont fous, les gens sont zinzins. Le premier truc moi qui m'énerve beaucoup, c'est les hommes qui utilisent la religion pour te charmer, pour t'impressionner. Ça, limite, tu sais, ils frôlent l'ostentation, ça, je peux pas. Ça, je peux pas. En fait, c'est des personnes qui, tu leur as à aucun moment parlé de religion, mais eux vont t'en parler à H24. Dans ce qu'ils vont te montrer, dans ce qu'ils vont t'envoyer. H24, là j'étais Joumoua, je repars à la mosquée. Non, il y a un frère, il avait besoin de ça, du coup je suis retournée à la mosquée. Vraiment ce truc-là où la personne avait absolument impressionné. Généralement, pardon, quand tu creuses, c'est que c'est très vide. Et souvent c'est pour aussi combler un vide. Parce que peut-être aussi, Allahu a'lam, hein, peut-être que c'est des personnes aussi qui sentent que toi t'es bien dans ta foi, que eux ils ont un peu de... Ils sentent qu'il y a un écart, donc du coup ils veulent impressionner, mais sauf qu'en fait on n'impressionne pas avec la religion, on charme pas avec la religion, et c'est pas parce que c'est quelqu'un qui parle de religion que waouh, trop bien, il a parlé de religion, il connaît les histoires de tous les prophètes, et ceci et cela. Non, ma soeur, on fait attention, on fait attention, hey, c'est l'entourloupe, mais vraiment l'entourloupe, donc vraiment faire attention à ça. Moi en tout cas je peux pas, tu me charmes avec la religion, c'est juste pas possible. Ceux qui utilisent la religion pour te modeler à leur façon. C'est-à-dire que toi par exemple, voilà, t'es tranquillement dans ton coin, le mec il arrive, il veut une femme voilée qui porte, je sais pas, le gilbeb qui est tout le temps habillée en noir, toi t'es tout l'inverse de ça, et il veut te modifier au fur et à mesure, dans ce cas-là, tu vas choisir ton style de meuf et tu viens pas voir une meuf qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu veux et tes critères. Donc voilà, et en fait c'est très dangereux aussi parce que c'est des gens qui peuvent être vraiment dans la manipulation. En mode moi je veux une meuf comme ça, moi je veux, moi il faut qu'elle soit comme ceci, comme cela. Oublie pas que d'ailleurs c'est haram de faire ceci, c'est haram de cela, faut porter le voile c'est une obligation, et puis les ongles c'est haram et ceci et cela. Je dis pas que c'est mon cas, mais je suis déjà tombée sur des psychopathes comme ça là, qui vraiment veulent en fait te changer, te changer en fait, sauf que non, tu me prends comme je suis ou tu vas ailleurs et tu retrouves ce dont tu as besoin. Donc voilà, donc franchement les filles, faites attention à ça. Les discours des charmeurs là qui vous parlent à 24 de religion, ceux qui n'ont que la religion à la bouche. Et oui, ceux qui comment dire, n'ont pas de juste milieu. Ceux qui n'ont pas de juste milieu, ceux qui ont perdu un peu leur humanité et leur empathie. De toute façon, la femme elle voyage pas sans mahram. Vous voyez ce genre de discours là? Ah mais cheikh, de toute manière, Allah il a dit que ceci là, il a dit que cela.
Ah, t'as vu, elle a pas écouté. Non, mais de toute façon, elle avait qu'à avoir un voile sur la tête. Non, mais de toute façon, il serait pas arrivé ça si elle était habillée convenablement. Ah, les nerfs, hein, mais là. Mais qui tombent dans un discours qui est très dur, faut faire attention à eux parce que, hey, ils ont pas d'empathie, ils ont pas de rahma, ils ont pas de gentillesse. Et généralement, en plus, quand tu creuses, c'est des personnes qui ne pensent pas par eux-mêmes, alors qu'au contraire, la religion nous pousse à penser par nous-mêmes, nous pousse à développer notre pensée, à réfléchir et à être sensible. Donc voilà, ça, je pense que c'est mes plus gros red flags religieux. Après, bien évidemment, hein, voilà, quelqu'un qui prie pas, c'est chaud. Quelqu'un qui remplit pas ses obligations religieuses. Quelqu'un qui ne montre pas d'intérêt pour sa religion. Quelqu'un qui ne cherche pas à s'élever spirituellement. Je trouve que c'est un peu compliqué aussi. Mais bon, khayr Inch'Allah, qu'Allah nous facilite et qu'il nous guide tous parce qu'aucun de nous n'est parfait. Et surtout pas moi. Après, t'as des trucs un peu plus perso. Et donc, il y a deux questions qui se ressemblent. Comment tu te vois dans 5 ans niveau mariage, religion, hijra, vie en général? Comment te vois-tu dans 10 ans? On va commencer par 5 ans. On va pas trop se faire peur dans 5 ans. J'aurai 28 ans. Ya ibadallah, waouh. 28 ans, bah oui, j'aimerais bien me voir mariée à ce moment-là. Vie en général, alors moi je sors d'un master de journalisme, donc si je peux continuer soit dans le journalisme, soit dans la communication, relations presse, ça serait bien. Maintenant, j'en fais pas une obligation. Mais surtout, en fait, si je peux continuer avec... donc il y a ça d'un côté, et puis de l'autre, si je peux continuer avec les projets comme Safia t'en parle, essayer de décupler le truc, faire des choses encore plus intéressantes, organiser des événements, des trucs comme ça, enfin des événements, d'ailleurs je vois un peu trop loin, mais rien que faire des halaqas déjà, entre-temps, ça serait déjà bien. Donc voilà, et hijra, franchement, j'y pense même pas. La hijra, je sais que c'est très compliqué. C'est compliqué parce que tu dois faire en sorte d'avoir des opportunités professionnelles voilà, dans un pays. Toi ou ton mari, faut avoir des sortes de fixeurs là-bas, tu vois, des gens que tu connais qui vont pouvoir te faciliter l'intégration dans le pays. Et c'est pas parce que tu fais une hijra que tout va être facile. Mais ouais, non, pour l'instant, j'y pense pas à la hijra, je vous dis la vérité. Je pense que ça se fait une fois que t'es bien en place financièrement, professionnellement et avec ton mari. Donc voilà, si Allah il met ça sur mon chemin, let's go. S'il le met pas, ma'alish. Pareil, comment tu te vois dans 10 ans, je pense que c'est un peu la même chose, hein. Mais sur ces aspects-là de travail, de projet, j'aimerais pouvoir ouais, continuer. Ça serait pas mal. Inch'Allah, des projets à venir. J'aimerais bien lancer des podcasts sous format vidéo sur YouTube, vous savez, en studio et tout, avoir des invités, faire des petites interviews, mettre un peu mes compétences de journaliste en avant, ça serait pas mal. Après, c'est un budget, faut pouvoir amener du monde, et je sais pas si je suis totalement prête, mais peut-être que je serai jamais prête et qu'il faut se lancer. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça, peut-être pourquoi pas aussi organiser des petites halaqas. Mais pouvoir rencontrer un petit peu du monde, ça serait pas mal aussi. Sortir de sa zone de confort, c'est ça l'objectif. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée depuis que tu as commencé ton podcast? Je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est le podcast en lui-même. Vraiment, c'est le podcast en lui-même parce que ça a débloqué tout un tas de choses en moi. Je me suis rendu compte aussi de ce que je pouvais faire, de ce que certains mots pouvaient avoir comme impact sur les gens. Et puis bah, après tu rencontres du monde aussi, hein. Par exemple, là il y avait un truc qui m'est arrivé. Nassima qui est derrière le projet Ziyara Sisters qui m'a invitée à un brunch et une halaqa sur Paris. Et en fait le support de la halaqa c'était un épisode de podcast que j'avais fait sur le repentir. Et donc du coup bah, ça m'a permis de rencontrer un peu de monde et de voir qu'en fait bah waouh, on a écouté mon podcast, on l'a streamé, on en a pris des notes, waouh. Donc ouais non ça c'était hyper bien comme expérience et franchement je vous recommande à toutes, genre les sœurs qui veulent faire des petites sorties sur Paris ou autre parce que franchement elle fait un peu de tout. Récemment elle a pu organiser un week-end il me semble à Londres, mais elle fait des randonnées, elle fait un peu tout. Donc voilà, entre sœurs, musulmanes ou s'intéressant à l'islam, franchement allez-y, vraiment allez-y, elle est génialissime. Maintenant on va répondre aux questions qui tournent un peu de l'organisation. Comment faire pour rester constante dans les adorations avec une vie étudiante?
Alors la vie étudiante, les études sup, ça prend beaucoup de temps. Forcément, tu as un emploi du temps qui est très chargé, tu peux faire 8h, 18h, voire 19h, 20h. Franchement, moi, ce que je te conseille, c'est de déjà bien sécuriser tes actes d'adoration qui sont obligatoires, comme la prière. Déjà, faire en sorte de ne pas rater tes prières, de ne pas aller te coucher sans avoir prié. Même si tu rattrapes tout le soir, c'est pas grave, vaut mieux ça que ne rien faire. Donc vraiment bien sécuriser tes actes d'adoration qui sont obligatoires, parce que c'est la priorité. Et quand ça sera fait, là tu pourras rajouter des actes surérogatoires. Pour être constant, vaut mieux être constant avec un petit acte, un seul même, plutôt que faire plein d'actes d'adoration tout emmêlés, se sentir submergé, voilà, en avoir plein. Moi ce que je te conseille c'est les trajets. Vraiment les trajets c'est là où tu as le plus de temps. Donc faire des petites choses en fait, soit faire du dhikr, soit écouter des épisodes de podcast, soit lire des livres de religion, d'écouter du Coran, de lire du Coran, les histoires des prophètes, etc. Utiliser le temps que tu as sur ton trajet quand tu te déplaces à l'école ou à la fac ou autre, que tu sois en voiture ou dans les transports. Donc au lieu par exemple d'écouter de la musique ou autre, tu peux profiter de ce temps-là pour pouvoir faire un petit acte d'adoration. Et si tu le fais tous les jours, bah en fait c'est là où la constance va s'installer, c'est là où l'habitude va s'installer finalement. Et c'est tous les jours à la même heure. Donc en fait, il va y avoir une certaine de discipline aussi qui va s'instaurer. Donc voilà, première chose, on sécurise bien les actes d'adoration obligatoires comme la prière. Et puis après, tu peux rajouter au fur et à mesure, mais t'encombre pas. Mais pas trop d'actes d'un coup. Un seul acte ou deux en plus, ça peut être déjà très très bien. Aurais-tu aimé... Waouh, la question de zinzin. Aurais-tu aimé avoir avant une personne comme toi qui aide les autres avec des podcasts? Je crois que oui, parce que je le dis souvent. Je dis souvent, ouais, j'aurais aimé qu'on me dise ça, j'aurais aimé qu'on présente les choses de cette manière-là. Vous savez, je pense même que, on le dit souvent, mais on devient la personne dont on avait besoin quand on était plus jeune, quand on était enfant ou ado. Et je pense que déjà c'est mon cas, je suis devenue la personne dont j'avais besoin quand j'étais plus jeune. Et je pense qu'avec le podcast, en fait, c'est le cas. Je pense que c'est le cas parce que vous savez, la vie, c'est tellement. La vie peut être tellement violente, des fois très très brutale. Des fois, tu te prends des claques, tu te dis, mais personne m'a préparé à ça. Personne m'a préparé à ça. Et même quand tu le vis, des fois, tu te dis, mais c'est fou, en fait, je suis vraiment toute seule dans mon truc. Et il n'y a personne qui va t'apporter une parole un peu douce, qui va te mettre du baume au cœur, un truc réconfortant. Donc oui, je pense que j'aurais aimé avoir une personne comme moi. Comment devenir bienveillant et arrêter de faire des reproches aux autres? Je pense que déjà, c'est pas en faisant des reproches que la personne en face de toi elle va changer. Vraiment, les reproches, au contraire, ça risque de braquer davantage la personne. Et par contre, ce que tu peux faire, c'est vraiment, c'est tout bête, mais c'est la communication avec la personne. En fait, quand on fait des reproches à une personne, souvent ça a plus à voir avec nous qu'avec elle. Souvent, c'est son attitude, sa manière d'être, ses paroles qui vont venir réveiller un truc en nous, réveiller soit un manque en nous, soit un certain besoin, soit quelque chose qui nous titille, qui nous énerve, et qui fait qu'on n'est pas totalement à l'aise avec ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de communiquer un maximum dessus et faire comprendre à la personne en quoi toi ça te dérange, ça te gêne, et que la personne aussi en face de toi en fait elle soit dans la compréhension, qu'elle essaie de comprendre le pourquoi du comment. Si t'as quelqu'un de buté, ça va être très très compliqué, et des fois autant ne pas faire de reproches ni même discuter, parce que t'as des gens ils ont beaucoup de mal avec ça, mais au lieu de faire des reproches, plutôt conseiller. Passer par ce truc là où vraiment tu essaies de communiquer, de conseiller la personne et de lui faire comprendre tes attentes. Après, comment devenir bienveillant, en fait, ça passe par le respect. Essayer d'employer les bons mots, de respecter au maximum la personne quand on lui parle, et par le ton, la manière dont tu vas parler. Si tu parles comme si tu donnais un ordre à la personne, comme si ça passait par de la colère, souvent, comme j'ai dit, ça risque... Tout à l'heure, j'ai dit braquer. Je crois que c'est brusquer. Brusquer un peu la personne, et tu sais, elle va se reculer comme ça. Donc vraiment, le ton est hyper important. C'est comme quand on fait un rappel, généralement quand le ton il est un peu voilà, hautain, quand on parle mal, etc., ça donne pas envie d'écouter la personne. Donc le respect, le ton qu'on emploie, et surtout la gentillesse en fait. La gentillesse et la douceur. Mais ouais, je peux comprendre en quoi c'est dur d'être bienveillant et de faire comprendre les choses à la personne en face de nous.
Comment faire pour craindre Allah et son châtiment afin d'arrêter un péché? C'est un sujet qui est hyper important. Peut-être que j'en ferai un épisode de podcast. Je pourrais te conseiller déjà de une, avant même d'essayer de craindre Allah et son châtiment pour pouvoir arrêter le péché. Analyse déjà de une ta relation avec le péché en question. Quand est-ce que tu as commencé ce péché? À quelle fréquence tu le commets? Comment? Quelle période? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi est-ce que tu es tombé dans ce péché-là? Et puis ensuite, tes motivations. Tes motivations. Qu'est-ce qui te motive à arrêter? Qu'est-ce qui te motive à arrêter? Qu'est-ce qui se passe si tu n'arrêtes pas? Pourquoi est-ce que tu veux arrêter? Pourquoi est-ce que selon toi c'est mal? Et ensuite tu passes aux raisons religieuses ou pas d'ailleurs du fait que pourquoi c'est un péché en fait en islam et quelles sont les conséquences négatives en fait sur nous. Et puis après tu peux te pencher sur le châtiment et puis après tu as le repentir. Le repentir ça peut vraiment t'aider à te sentir un peu mieux vis-à-vis de ça. Tu vas dire ok bon bah j'ai demandé à Allah pardon, je me suis repentie. Après, subhanallah, tu sens que Allah il te facilite en fait. Quand, à force, même si tous les jours tu le commets, c'est pas grave, tous les jours tu te repens, tous les jours tu demandes à Allah le pardon, et au fur et à mesure il va te faciliter, et surtout les doigts, faire des doigts pour qu'Allah te facilite. J'ai répondu hyper rapidement, je suis pas trop rentrée dans les détails, donc voilà, ça veut peut-être dire que je vais faire un épisode dessus. Mais en attendant, il y en a un que je peux vous conseiller, qui est sorti là récemment, c'est le podcast de Hera Lumineuse, Comment limiter ses péchés. Voilà, vous pouvez aller l'écouter, franchement, elle donne de très bons conseils. Donc voilà, en attendant, parce que moi je sais pas quand est-ce que je vais sortir ça. On verra bien, Inch'Allah. Pareil, il y a une autre question sur le péché, se remettre d'un péché qui nous pèse. Le repentir. Le repentir, ça va t'enlever un peu ta culpabilité, ce truc-là où tu peux pas te pardonner et tout. Toujours se rappeler d'ailleurs que Allah pardonne, donc nous aussi on doit se pardonner parce que c'est humain de pécher. Le simple fait de regretter déjà, c'est une forme de repentir. Et ouais, non, le repentir, voilà. J'ai un épisode dessus, tu peux aller l'écouter. Franchement, je dis tout dessus. Ça aide énormément pour s'en remettre. Peux-tu donner des conseils clés pour être organisé avec le lycée, la famille et le djinn? Alors du coup, si tu es au lycée, pour déjà t'organiser, le lycée, les cours, c'est ta priorité. C'est ta priorité, de toute façon, tu passes le plus de ton temps au lycée. Les révisions, le bac blanc, etc. C'est ta priorité. Ton temps libre, en fait, tout ce qui va être mercredi après-midi ou samedi ou dimanche, ça dépend. Tu dois essayer de trouver voilà, du temps pour pouvoir réviser ou faire tes devoirs. Par rapport à ta famille, en soi, à part tes obligations familiales, donc passer du temps avec eux, t'occuper de tes frères et sœurs ou autre, ça dépend vraiment de ta situation. En soi, ça va, ça peut ne pas te prendre énormément de temps et ça se fait vraiment naturellement parce que c'est là depuis des années, donc c'est tes obligations familiales, elles sont là et elles bougeront pas. Et sur le djinn, ce que je peux te conseiller, et même pour la sœur qui avait posé la question sur la vie étudiante et tout, c'est d'avoir un moment, donc déjà sécuriser comme j'ai dit tes actes d'adoration obligatoires, comme la prière, et puis avoir un moment dans la semaine où vraiment tu te dédies uniquement à ta religion. Ça peut être, si tu peux bien évidemment, hein, le vendredi pour Jumu'ah, la khutbah par exemple. Je sais que moi c'est un moment qui me permet vraiment de me rapprocher d'Allah où je suis en mode ok là je suis full concentrée sur ma religion. Ou ça peut être par exemple si tu prends des cours de Coran, bah justement à un moment dans la semaine tu vas te sentir hyper proche d'Allah et de son livre. Si le week-end par exemple tu peux te laisser 1 ou 2 heures où par exemple tu revois tes sourates ou tu essaies d'en apprendre ou juste tu lis le Coran ou juste essaies de l'écouter, vraiment ouais, te fixer un petit moment dans la semaine où tu te dédies pleinement à ça et après au fur et à mesure tu essaies d'en faire une habitude. L'habitude c'est surtout comment dire, ça marche mieux quand tu essaies de fixer des horaires en fait. C'est ce jour-là à telle heure. Comme j'ai dit petit à petit. Hein. Ensuite, il y a une question que je trouve hyper intéressante et limite qui relève un peu de la psychologie et de l'anxiété sociale. Comment éviter de ressasser et ruminer après avoir eu la honte en public par exemple? Ça, c'est typique de l'anxiété sociale. C'est vraiment typique. T'as l'impression que tu fais un faux mouvement, un petit truc, t'as l'impression que tous les regards sont rivés sur toi, que tout le monde rigole de toi, que personne n'a oublié ce que tu viens de faire. Franchement,
Le conseil le plus important que je peux donner, c'est de te rappeler H24, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, que tu n'es pas le centre de l'attention et que les gens sont hyper, hyper, hyper concentrés sur eux et sur leurs propres erreurs et sur leur manière d'être et sur leur façon de parler et s'ils sont en train de donner une bonne image d'eux-mêmes ou pas. Vraiment, chacun est concentré sur lui-même. Donc en fait, nous, nos petites erreurs, ces petits moments où, voilà, soit on a bégayé, on a failli tomber, on a failli faire tomber quelque chose, etc. C'est pas aussi important que ce que nous on pense. Sortir un petit peu de ta tête et voir les choses aussi différemment et se dire que non, là, il s'est pas passé grand-chose. L'anxiété, ouais, ça peut te faire penser que tous les regards sont rivés sur toi, mais quand tu comprends que, en fait, non, les gens, ils sont vraiment concentrés sur eux-mêmes, ça te permet de te débarrasser un peu de cette manière de penser, et puis pour pouvoir éviter de ressasser et de ruminer, en parler. Soit autour de toi avec des personnes qui vont vraiment être compréhensives et qui vont te dire non mais là il s'est absolument rien passé, moi-même j'ai rien remarqué, t'inquiète pas, ou essayer de se débarrasser de ça, donc comme je l'ai dit, en extériorisant, en parlant avec les autres, ou à l'écrit. L'écrit, c'est une bonne manière d'éviter de ruminer, et peu importe, hein, que ce soit pour ce moment où, comme tu dis, tu as eu la honte, par exemple, en public, ou autre chose. En fait, ça permet de vite trier l'information et de faire en sorte qu'elle reste pas dans ta tête. En plus, ça tombe trop bien parce que j'ai vu des petits trucs aujourd'hui sur les réseaux. J'avais lu ça, les rencontres ne sont pas une performance, il s'agit simplement d'être avec d'autres personnes. En gros, t'as pas besoin d'être parfaite, tu vois, H24, d'être que tout soit carré H24. Ça, faut vraiment le garder en tête. Même les gens autour de toi ne sont pas parfaits, d'accord. Et s'en rappeler, les personnes qui sont avec toi dans la pièce ou peu importe qui sont avec toi ne sont pas parfaites. Elles sont humaines et comme toi, ça va leur arriver. Et puis très souvent aussi, bah en fait, toi aussi mets-toi à leur place. Demain, tu vois je sais pas, une personne qui a failli trébucher ou failli faire tomber un truc, on va pas en faire tout en plat. On va dire ah, mesquina, et puis hop, on passe à autre chose. Ça, c'est l'être humain, hop, on passe à l'autre chose. C'est comme sur Twitter, à chaque fois, t'as des nouveaux, des nouveaux scandales, là, des nouveaux trucs. Ah, il s'est passé ça avec telle meuf, ah, ok, on va en parler pendant un jour, et puis le lendemain, ça sera quelque chose d'autre. Vraiment, l'être humain passe très vite. Très très vite au prochain sujet, à la prochaine chose. Donc c'est pour ça qu'il faut se rappeler que c'est pas si important que ça, quoi. Tu vas pas ça va pas rester gravé pardon, dans les annales. Et voilà, c'est pas aussi important que ce que tu penses. Comment allier féminité et voile? J'ai tendance à me délaisser. Coiffure, vêtements. Déjà, faut se rappeler que la féminité, c'est pas que le maquillage, tout ce qui est parure, vêtements, bijoux. La féminité, c'est aussi ta manière de parler, ta manière de te tenir, ta manière de marcher, ta voix, ta personne, ton charme. Ça, c'est ta féminité. Les autres choses que je viens de citer, c'est vraiment ce qui va embellir ta féminité et en rajouter davantage. Si tu as tendance à te délaisser, faut essayer de faire des petits efforts, mais au fur et à mesure. Je sais que c'est compliqué, c'est dur, il y a des moments où on n'y arrive pas trop parce qu'en fait on s'est habitué à notre état où on a vraiment la flemme, on n'a pas trop envie et tout, mais il faut y aller petit à petit. Par exemple, la chose qui, moi à mes yeux, est assez importante, et justement l'islam vient confirmer ça, c'est que le musulman doit toujours être un minimum apprêté, doit être propre sur lui. On doit toujours avoir des vêtements propres sur nous. Des vêtements qui sentent bon. Être voilà, toujours présentable, homme comme femme d'ailleurs. C'est pas parce que t'es voilé que tu dois pas être présentable ni un minimum apprêté. Donc rappelle-toi justement voilà, que c'est conseillé, qu'il faut tout le temps faire en sorte d'être propre sur soi, d'être un minimum apprêté et d'être présentable. Quand je dis présentable, ça va aussi peut-être jouer sur le maquillage. Je dis pas que voilà, faut se maquiller, etc. Mais des fois, faire en sorte de cacher quelques imperfections, cacher ses cernes, donner un petit peu de vie à son visage. Donc ça va faire en sorte que ouais, tu vas juste être un petit peu plus apprêté que d'habitude. Et ça va booster surtout ta confiance en toi, pardon. Ensuite, t'as la skincare. La skincare aussi, ça aide énormément parce que prendre soin de soi, de sa peau, pareil, c'est un énorme boost niveau confiance en soi. Et surtout quand tu vois les résultats, quand tu vois que ta peau elle s'améliore, que t'as une peau qui est beaucoup plus lumineuse, ça aide énormément. Sur les vêtements, faut pas oublier qu'on a le droit de mettre des couleurs.
Je dis ça alors que bon, j'aime beaucoup le noir, mais on a le droit de mettre des couleurs. C'est pas parce que t'es voilée que ça y est, tu dois que t'habiller en noir et tout. Non, non, bien au contraire, t'as le droit de mettre des couleurs. Donc faire un petit peu de shopping aussi, forcément, voilà, ça dépend de chacun et de son budget. Mais essayer de ramener voilà, des nouvelles pièces de temps en temps, d'acheter de nouvelles pièces, ça peut nous aider justement, comme je l'ai dit, à avoir un boost de confiance en soi. Parce qu'on sort un peu de notre zone de confort, on fait quelque chose de différent et on se dit mais purée en fait, tu vois je suis là avec ces vêtements-là que je mets tous les jours mais ça bah finalement ça me va bien. Et c'est la même chose avec les produits, que ce soit skincare, que ce soit maquillage, ou pour les cheveux aussi, tu vois, avoir des nouvelles choses, ça va te permettre de sortir un peu de ta zone de confort et de te redécouvrir. Coiffure aussi, je sais que c'est très compliqué. Les cheveux ils sont H24 voilà, sous forme de chignon dans ton voile. Quand tu rentres chez toi, forcément tout est emmêlé, t'as pas forcément envie de les démêler, de te coiffer, etc. Mais c'est bien de les détacher, de les laisser lâcher aussi de temps en temps. Faut pas oublier que sous le voile, la vitamine D ne passe pas, donc c'est pour ça aussi que nos cheveux perdent de leur brillance, qu'on a des petits, enfin qu'on peut aussi davantage en perdre. Donc ne pas exercer de pression voilà, avec un élastique ou autre, vraiment les laisser respirer. Et puis se coiffer chez soi de temps en temps, faire des brushings, des petits trucs comme ça aide vraiment, ça aide énormément. Et faut pas oublier que bah, c'est une thérapie. C'est une thérapie, prendre soin de soi. C'est pour ça que j'ai parlé aussi de skincare. Prendre soin de soi, c'est une thérapie. Ça nous permet de nous sentir un petit peu mieux en fait. Et petit à petit, vraiment petit à petit, ça sert à rien de faire trop d'efforts d'un coup. Changer quelques petites habitudes par-ci par-là et puis voilà, khair Inch'Allah. Mais ouais, comme j'ai dit au début, rappelle-toi que la féminité c'est aussi ta manière d'être, de te comporter, de parler, etc. Je vais répondre à 2 dernières questions. Euh, Tu as réussi à réduire ta consommation de musique depuis? Ma consommation de musique, en soi, j'en ai jamais vraiment parlé, mais c'est vrai que la musique c'est une vraie épreuve. Je pense que ouais, vraiment j'ai l'impression que ça va, j'ai réussi à réduire même si c'est très compliqué. Et j'y suis allée crescendo. Au départ c'était avec les podcasts. Forcément bah, dans les transports en commun j'avais beaucoup de temps donc t'es tenté en fait d'écouter de la musique. Donc j'ai remplacé ça par les podcasts ou par les livres. Et puis après j'ai arrêté de suivre en fait les nouveautés, ce qui se faisait de nouveau. Ce qui est très compliqué quand tu veux réduire l'écoute de la musique, c'est quand tu tombes sur de nouveaux artistes. Ah, du coup, j'ai découvert tel artiste, il a fait un feat avec un autre. Du coup, tu vas l'écouter, le mec en question. Ah, lui aussi, il a fait un feat avec tel artiste, bah tu vas écouter tel artiste. Et ça va être un peu effet boule de neige, cercle vicieux, et c'est dur d'en sortir. Donc j'ai un peu arrêté de découvrir voilà, de nouveaux artistes, ce qui se faisait. Donc du coup voilà, ça te pousse à rester sur les classiques. Sauf qu'au bout d'un moment, tes classiques, t'en as marre, t'en peux plus, tu peux plus les écouter, ça y est, tu les as écoutés en boucle, tu connais tout par cœur. Et c'est là où vraiment tu commences à te lasser. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait pour réduire. C'est pas toujours évident parce que voilà, c'est compliqué. Moi j'aime trop travailler avec des fonds sonores, peu importe ce que c'est. Avant c'était beaucoup, quand j'étais encore étudiante, c'était beaucoup la musique. J'ai essayé de modifier ça avec des podcasts, avec des interviews. Franchement les interviews ça marche de ouf. Les documentaires, les trucs comme ça fonctionne énormément. Donc ouais, en fait juste remplacer ces habitudes-là. Et ouais, khair, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite à toutes et à tous, parce que c'est une vraie épreuve, la musique. Comment faire face à un blocage pour une langue étrangère? Donc là, elle m'a mis pour l'arabe. Le plus important quand tu veux... pour moi, il n'y a pas de blocage. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de blocage avec une langue. Tu peux apprendre une langue. C'est juste que des fois, bah, on n'est pas très disposé à l'apprendre parce que c'est différent de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. Le plus important, c'est d'essayer d'habituer son oreille à cette langue en question. Donc là, par exemple, tu m'as mis l'arabe. Habitue ton oreille à écouter de l'arabe, que ce soit les dessins animés, que ce soit les films, que ce soit les séries. Faut vraiment s'y habituer, leur manière de parler, l'accent, comment est-ce qu'ils prononcent certains sons, etc. Et puis il y a la pratique aussi qui rentre en jeu. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué, il faut essayer d'avoir des gens dans son entourage qui parlent cette langue pour pouvoir communiquer avec eux, parce que c'est ça aussi, c'est une chose de comprendre mais de pratiquer c'est autre chose. Et voilà, mais si tu sens que c'est trop compliqué d'apprendre par toi-même,
franchement, prendre des cours, c'est bien mieux. Vraiment avec un professeur qui t'accompagne. Aujourd'hui, c'est assez facile d'ailleurs de trouver un peu des professeurs partout, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Avoir un vrai accompagnement des exercices et tout, c'est ce qui va t'aider pour faire face à ce blocage, comme tu dis, mais moi je pense pas que ce soit un blocage. Je vais terminer avec Nawel qui me dit pas de questions, je suis juste super admirative pour le travail que tu fais. Nawel qui me dit ça alors qu'elle fait partie de l'association Cité des Chances. Cité des Chances, c'est une asso que j'ai découvert là récemment, qui est hyper utile pour tous les jeunes issus des quartiers populaires, des banlieues, et qui sert vraiment un peu à les sortir de leur zone de confort, leur faire comprendre un petit peu comment par exemple l'Assemblée nationale fonctionne. Ils font par exemple des visites guidées. Donc ça je trouve pardon, que c'est hyper bien. Ils leur font comprendre un peu comment les lois sont votées. Aussi sur l'orientation, la réorientation. En ce moment, ils organisent des tables rondes aussi. Franchement, ils font pas mal de choses. Ils sont en Île-de-France. Donc voilà, elle me dit ça alors qu'elle fait un taf incroyable là-bas. Je vous invite à aller découvrir ce qu'ils font parce que c'est énormément de travail et je trouve que c'est bien. Ça nous permet de nous ouvrir des portes que nous, jeunes banlieusards issus des quartiers populaires, des banlieues et tout, qu'on connaît pas forcément et que personne ne veut nous présenter, dont personne ne veut nous parler. Donc voilà, je termine avec une note qui était assez positive. J'ai essayé de répondre à tous les messages, il y en a auxquels j'ai pas répondu, certaines questions auxquelles j'ai pas répondu, mais j'y répondrai sûrement en DM, Inch'Allah. Voilà, c'est un épisode qui est très très long. Pour ceux qui aiment les longs épisodes, j'espère que vous êtes régalés. Donc voilà, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, en parle autour de toi, tu peux me laisser les 5 étoiles. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.